Et après, chez vous, quand je dis chez vous, en classique, chez les chanteurs lyriques, quelque chose qui me vient aussi par rapport à cette question des couleurs vocales et de l'identité, c'est que, en général, on va dire... on va pas dire simplement la chanteuse Christine Crépeau, on va dire la mezzo-soprano ou la soprano Christine Crépeau, un peu comme si votre registre était votre identité, faisait partie de votre identité, c'est à côté de votre nom, quoi. C'est ça. Et c'est quoi, toi, ton parcours par rapport à ça ? Ouh là là. Bonne question, Fiona. Eh bien, mon parcours, il a été assez laborieux parce que j'ai commencé à chanter quand j'étais enfant, en chœur d'enfant, et j'avais l'habitude de chanter un peu toutes les voix parce que déjà j'avais cette facilité à aller dans le grave, les aigus, ils étaient là aussi. Et puis, comme j'avais fait beaucoup de piano, que j'étais dans une famille de musiciens, c'était facile pour moi de chanter la deuxième, la troisième voix, la première voix, il n'y avait pas de problème. Donc, selon les besoins, j'étais un peu là où il y avait besoin, voilà. Et naturellement, quand j'ai commencé à prendre des cours de chant classique, j'étais très jeune, j'avais 15-16 ans. Donc je pense que la mue n'était pas totalement terminée et donc ma voix n'était pas du tout ancrée dans le corps. Donc naturellement, on m'a fait chanter les sopranos. Les sopranos plutôt assez aigus. Puis petit à petit, en fait, avec la technique, c'est là aussi où je trouve que c'est intéressant cette exploration, c'est que il y a certains sons dont je n'avais pas conscience du tout, qui n'étaient même pas ouverts en fait, qui se sont ouverts peu à peu, et donc la voix petit à petit a commencé à prendre sa place. En fait, c'est un peu comme s'il avait fallu créer un espace pour que la voix aille après dedans. Je ne sais pas si ça te parle, si oui, complètement. Vous vivez ça aussi en tant que chanteur jazz. J'en parlais avec une élève il n'y a pas longtemps qui vient du classique justement et qui a un prof coréen très vieille école et donc elle est focalisée sur l'ouverture du voile du palais, sur le maintien, etc. Elle a des points comme ça de repères et puis avec moi elle chante un tout autre style, elle fait du jazz, des chants du monde, voilà. Et en fait du coup elle se rend compte qu'il y a plein de sonorités différentes et plein de placements différents. C'est-à-dire que la technique classique, c'est un placement, mais demain, tu vas chanter des chants des Balkans et tu vas te rendre compte que ça va te demander d'aller placer ta voix à un autre endroit. Tu vas chanter, tu vas faire une impro de jazz, d'un coup tu vas entendre une note grave, peut-être que tu auras envie d'aller ouvrir à un autre endroit. Du coup, en jazz, on parle de voix mixée. Parce que l'idée, c'est que, comme je disais tout à l'heure, de pouvoir utiliser tout son spectre, mais sans qu'on entende vraiment de changement de voix, qu'il n'y ait pas de hiatus, que tout puisse un peu s'homogénéiser, que tu puisses passer de très grave à très aigu, un peu en un claquement de doigts. Et l'idée aussi, c'est d'aller chercher le maximum de couleurs possibles. Un peu comme de penser presque plus comme un instrument de musique que comme un chanteur. Même si pour moi, un chanteur, c'est un musicien, mais là, c'est vraiment d'aller explorer au maximum son instrument, d'aller ouvrir le plus de portes possible. Le plus de portes possible en bas, le plus de portes possible devant, les sons dans le nez, les sons derrière, des sons jolis, pas jolis, à partir du moment où on le fait en respectant son corps, donc ça ne fait pas mal, c'est un placement juste, en jazz en tout cas. C'est génial parce qu'en fait, en t'écoutant parler, je trouve qu'il y a plein de similitudes en fait avec le chant classique. Quand tu parles de placement classique, en fait, pour moi, il n'y a pas un placement seulement. Parce que, par exemple, si je chante du Mozart, qui n'est pas forcément mon compositeur favori, je vais placer ma voix d'une certaine manière. Notamment, je pense à Chérubin. Si je dois chanter Voy que ça pète, je vais chanter vraiment ici. Enfin, c'est la sensation que j'ai en tout cas. Et c'est un peu comme si je n'ouvrais pas tout le bas, tu vois, la connexion bas. Alors que si je chante du Verdi, je vais être beaucoup plus dans une ouverture plus grande en fait. Voilà.
Donc ça, c'était la première chose. Puis la deuxième chose, c'est vraiment ces histoires de couleurs. Et on revient à la question du coup. En fait, les sons sales, les sons moches, ils peuvent être super intéressants aussi. Et c'est pour ça que j'aime bien interpréter des personnages de caractère. L'année dernière, j'ai chanté La sorcière dans Hansel et Gretel et j'avais adoré parce que vraiment, ça me permettait justement d'aller explorer ces sons-là pour amener quelque chose dans l'interprétation et dans la musique, bien sûr, mais aussi dans le personnage. Donc, tu vois, il y a des similitudes aussi. Bah, carrément. Et puis, en jazz, c'est toujours intéressant quand on se raconte une histoire aussi. Peut-être qu'on on ne joue pas un personnage parce qu'on n'est pas dans un opéra ou autre, et encore que le classique, c'est pas que l'opéra, mais on se raconte des histoires et on raconte des histoires. Oui. Après, peut-être qu'on raconte nos propres histoires, peut-être qu'on raconte des choses en lien avec la grande histoire, en lien avec l'histoire du jazz aussi qui est passionnante. Mais une interprétation qui marche, que ce soit l'interprétation d'un standard ou d'une improvisation, c'est quand on y met de soi en fait. Si c'est tout beau, tout propre, tout net, c'est un peu ennuyeux. Oui, en fait, il est question toujours d'émotion et d'histoire. Et d'ailleurs, je pense que dans l'identité vocale, notre histoire, elle a vraiment un rôle très important, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Ah bah oui. Là, je pense que c'est le prochain sujet. C'est ça.